Bonjour, première vidéo top sur une chaîne qui a récemment fêté sa première année. Merci à vous, merci à toi de suivre ce petit périple cinématographique. Qui dit top dit sélection initiale, et soyons sincères, sur les centaines et centaines de films qui sont sortis cette année, j'ai probablement loupé certaines masterclass. J'ai eu au cours de l'année 2024 une demande d'un abonné pour un letterbox. Et effectivement, c'est plutôt pratique. Ça m'a permis de faire un listing sur toute l'année 2024 et j'en suis, je crois, à 115 films. Je vous mets toute la liste en description, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai loupé et mon avis sous forme d'étoiles pour tous les films. Oui, pas de grandes et belles critiques, seulement 5 étoiles. Et ça, c'est un exercice difficile. On a un mélange des propositions et on se retrouve avec des blockbusters bâclés auxquels j'ai mis 1 étoile et d'autres films qui sont très bien mais que je n'ai pas aimé auxquels j'ai mis également 1 étoile. Bref, c'est pratique, ça a ses limites. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes offusqué et que vous souhaitez des explications sur tel ou tel film. Ça sera l'occasion de discuter. Ceci étant dit, vous avez donc l'ensemble des films qui pouvaient concourir à cette catégorie top en description. Voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans le top 2024 en espérant qu'il n'y aura pas trop de déçus. Numéro 10. Il reste encore demain. Réalisé par Paola Cortellezzi. Mariée à Ivano, Delia, mère de 3 enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée dans l'espoir né de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s'achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu'auprès de son amie Maritza, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Alors, c'est quoi un top ? Un top, ce sont des films qui nous ont marqués. Et bien voilà, ce film m'a marqué. C'est étonnant, et moi-même j'aurais pas pensé le laisser en top sur ma fin d'année, mais il m'est revenu plusieurs fois dans l'année. C'est une comédie dramatique, et ça n'a jamais aussi bien porté son nom. On passe du rire aux larmes. Sur le papier, c'est pas très sexy, c'est un film italien en noir et blanc. Ça va parler du droit des femmes, des violences conjugales, tout ça, c'est pas le fun. Et pourtant, vous aurez de grandes tranches de comédie qui font plaisir. En plus de ça, le film reprend une esthétique du film des années 50, mais avec des questionnements très actuels. Il y a presque un côté anachronique entre le visuel, l'ambiance du film et tout ce qu'on peut y voir. D'un sens, c'est un film qui aurait dû exister dès les années 50, mais qui ne voit le jour qu'en 2024. Tout ça grâce à une réalisatrice qui est à la fois l'actrice principale du film. Voilà, c'est mon numéro 10. Je ne vous promets pas que vous allez adorer, mais en ce qui me concerne, ça a été une belle surprise cinéphile. Passons au numéro 9. Le Cercle des Neiges. Réalisé par Juan Antonio Bayona. Aïe aïe aïe, Netflix est dans le top. Oui, et j'aurais autant aimé le découvrir au cinéma. Bon, c'est comme ça. En 1972, un avion uruguayen s'écrase en plein cœur des Andes. Les survivants ne peuvent compter que les uns sur les autres pour réchapper au crash. C'est une histoire très connue qui a été beaucoup de fois adaptée. La survie d'un petit groupe dans un milieu très hostile, très froid. Tout ça avec l'espoir d'y voir arriver les secours. Faut-il attendre sur l'endroit du crash ? Faut-il prendre des risques pour aller chercher les secours ? Le film vous met dans une tension insoutenable, une sorte de slasher des neiges où la nature élimine nos personnages un par un. L'aspect histoire vraie rend le tout cauchemardesque et on ne peut pas s'empêcher de se demander quel genre de personne nous on aurait été dans ce crash. En ce qui me concerne, je serais décédé. Passons au numéro 8. Numéro 8. La salle des profs, réalisé par Ilker Satak. Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Tout comme pour Il reste encore demain, on a là un film qu'on n'attendait pas, plutôt méconnu, mais qui fait vraiment bien le job. Vous l'aurez deviné à son pitch, on a là quelque chose qui va sur une espèce d'enquête, un thriller. Utiliser le cadre scolaire
pour mettre sur pied un thriller efficace. Il n'est pas question de meurtre, d'apocalypse ou quoi que ce soit. Un simple vol en salle des profs permet d'ébranler tout un petit monde. Dans tout ça, ce qu'on nous tricote, c'est l'importance de l'adulte en tant que modèle. Tous les éléments dramatiques du film ont lieu à cause des adultes. Oui, c'est dommage, dans un milieu scolaire, tout ça vient se répercuter sur les enfants. On peut même transposer ça à nos générations précédentes qui nous ont légué petit à petit un tas de problèmes. D'une petite classe, la salle des profs met donc des enjeux bien plus vastes sur la table. Je vous encourage à le découvrir si ce n'est pas encore fait. Passons au numéro 7, un numéro 7 qui va en faire râler certains. Numéro 7, Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez. Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Oui, Alien Romulus, je n'aurais jamais pensé mettre un alien nouvelle génération dans l'un de mes tops un de ces jours. Rares ont été les gros blockbusters divertissants qui m'ont conquis cet été. Alien fait figure d'exception. Évidemment, il soulève un tas de soucis, le retour encore et encore d'une franchise avec des références bien appuyées, mais à côté de ça, ce fut un spectacle visuel réjouissant et c'est ce que j'attendais d'un nouveau Alien. Une histoire bien banale, mais appuyée par une tension permanente et de véritables tableaux. Je peux entendre que Romulus est des plus, mais qu'attendons-nous d'un nouveau film Alien? Un retour de Ripley? Pas trop. Creuser les origines de la licence? Non, ça ira. Un pseudo remake bien ficelé et qui se donne à fond sur les visuels? Oui, je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire. L'étape d'après, c'est juste enterrer la licence. Passons à la suite avec un film qui fait bien plus consensus. Numéro 6, Anora, réalisé par Sean Baker. Oui, la Palme d'Or au Festival de Cannes 2024. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Pour une Palme d'Or, c'est quand même beaucoup moins consensuel que Anatomie d'une chute. Anora est une petite palme qui s'est fait plutôt discrète finalement. Pourtant, c'est une comédie qui a beaucoup de charme et qui saura surprendre le spectateur dans son scénario. On s'imagine quelque chose d'assez linéaire et à un moment, on a une rupture totale. C'est assez étrange, tout le début m'a paru un petit peu fleur bleue, mais l'idée c'est de mettre en place une contre-proposition à des films bien plus idylliques, façon Pretty Woman. Des histoires d'amour impossibles qui finissent bien, et si pour une fois, ça finissait pas si bien que ça. On a quelque chose de bien plus pessimiste sur la possibilité de s'extraire de sa classe sociale par amour. Bref, oui, Anora, c'est un anti-Pretty Woman selon moi. Mais promis, dans l'ensemble, ça reste fun. C'est le cinéma de Sean Baker. Si vous connaissez déjà le réalisateur, vous savez un petit peu dans quel sens ça va. Allez, on passe maintenant au numéro 5. Numéro 5, Gloria, réalisé par Margherita Vicario. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce film fait ici? J'ai voulu en faire une critique, mais c'était difficile d'en parler. J'ai beaucoup aimé, sans trop savoir l'exprimer. Bah oui, ça arrive. Venise au XVIIIe siècle. À l'Institut Sant'Ignazio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles, tout le monde s'agite en vue de la visite imminente du nouveau pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa, jeune domestique silencieuse et solitaire, fait alors une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire. Un piano forte. C'est une petite douceur. Une douceur musicale. On y suit donc un groupe de jeunes filles autour de la musique, mais de façon assez bridée. Teresa, qui n'est pas des leurs, va petit à petit amener un côté plus pop à tout ça. La musique fait donc partie intégrante de cette proposition et le montage va en jouer sur l'aspect rythmique. Je n'étais pas prêt. Je me lançais dans le film à reculons. J'en suis sorti avec un grand sourire. Et oui, c'est aussi ça les tops, ce sont des surprises.
À une moindre mesure, j'ai eu un petit sentiment Edgar Wright sur ce côté du travail de l'image et du son. Une sorte de modèle idéal d'un Disney en live action. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur Gloria. Si vous avez l'occasion de le voir, essayez de le rattraper, c'est plutôt sympa. Numéro 4. The Substance. Réalisé par Coralie Farja. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit. The Substance. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Que dire ? Si vous vous intéressez un petit peu au cinéma, c'était difficile de passer à côté de The Substance cette année. Bon, alors j'imagine que certains seront passés à côté volontairement au vu du côté trash qu'on nous a vendu pour ce film. Pour ceux qui ont été ou qui seront prêts à subir ce cauchemar, vous ne l'oublierez pas. C'est un mélange des références du cinéma d'horreur qui parvient à se créer un univers singulier. C'est trash, c'est libre, et ça fait du bien de voir une réalisatrice qui part totalement en live jusqu'à une apothéose d'hémoglobine. Au passage, au-delà de l'horreur, un tas de questions intéressantes sur notre vision des corps sont mises sur la table. Cette horreur n'est pas gratuite, elle illustre une horreur bien réelle de la société. Trigger warning, j'ai bien conscience que pour certains, ça risque d'être difficile à regarder. Si votre rapport au corps est déjà délicat, passez votre chemin. Voilà, c'est assez court, j'ai fait une vidéo analyse, je vous invite à aller la regarder. On passe aux mentions honorables. Dans les films qui ont marqué mon année 2024, on a également Le Royaume des Abysses. Sleep, que j'ai découvert récemment. La vie d'un jeune couple est bouleversée lorsque le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre durant la nuit. The Backriders. Love Lies Bleeding. Flow. Les Chambres Rouges. Celui-ci, il était aux portes du top en numéro 11. Voilà pour les mentions honorables, j'en ai certainement loupé, comme je vous l'ai dit. Maintenant, passons au numéro 3. Numéro 3, La plus précieuse des marchandises, réalisé par Michel Hazanavicius. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère, et partout autour d'eux, la guerre, leur rendait la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé jeté d'un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Nous voilà sur un chef-d'œuvre de l'animation française. S'il n'existait pas, il faudrait le réaliser. Malgré ce que le synopsis peut laisser prétendre, on a un conte plutôt optimiste sur la bonté humaine. La musique d'Alexandre Desplat résonne encore en moi. J'ai vu le film 2 fois. Lorsque la petite mélodie du père qui entre dans le camp se met à résonner, je suis détruit. Je sais que pour certains, c'est trop souligné, ça en fait des caisses, mais je dois bien reconnaître que sur moi, ça a fait mouche. Je suis pourtant assez difficile à venir bousculer, je dois le reconnaître. Ce bébé, ce vieux bûcheron qui se découvre une sensibilité, ses destins croisés. Bon, voilà. Vous verrez, la fin de ce top, c'est pas le fun. On passe au numéro 2. Numéro 2, The Outrun. Réalisé par Nora Finchett. Rona, bientôt la trentaine, brûle sa vie dans les excès et se perd dans les nuits londoniennes. Après l'échec de son couple, et pour faire face à ses addictions, elle trouve refuge dans les Orcades, ces îles du nord de l'Écosse où elle a grandi. Au contact de sa famille et des habitants de l'archipel, les souvenirs d'enfance reviennent et se mêlent jusqu'à s'y confondre avec ceux de ses virées urbaines. C'est là, dans cette nature sauvage qui la traverse, qu'elle trouvera un nouveau souffle, fragile, mais chaque jour plus puissant. Niveau de hype après ce synopsis, très peu élevé. Dans les faits, j'ai été totalement embarqué dans cette quête de sens. Rona est dans un espèce d'entre-deux de sa vie. Elle est plus étudiante, elle n'est pas non plus dans la vie active. Elle est là, entre jeunesse et adulte. On y suit quelqu'un de perdu qui ne sait plus la frontière entre boire pour s'amuser et boire pour oublier. Le film traite d'un sens de l'alcoolisme, mais on va comprendre qu'il est le symptôme d'un problème bien plus grand. Un problème qui peut correspondre à toute une jeunesse. Rona est complètement en déroute et n'a plus de modèle
Ce film est donc une quête pour se retrouver. Ça va passer par des moments de solitude et des prises de conscience de la beauté que le monde a à nous offrir. C'est un film magnifique qui est loin d'avoir eu le succès qu'il mérite et j'espère que ça pourra vous permettre de le découvrir. Et je ne doute pas qu'année après année, il se créera une petite aura. Voilà, pour The Outrun, c'est pareil, il y a une vidéo critique où j'en parle plus longuement, je vous invite à la regarder si le film vous donne envie. Passons au numéro 1, le grand numéro 1 de l'année 2024, et le fait de ne pas encore être présent dans le top vous laisse imaginer de qui il s'agit. Numéro 1, La zone d'intérêt, réalisé par Jonathan Glazer. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Haus, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Le niveau ultime du fun, oui, 2024, une année finalement très triste. Comment traumatiser le spectateur via du hors-champ en ne montrant rien, en misant simplement sur vos connaissances. De façon plus personnelle, le film fait également partie de mes premières vidéos. Là, on est sur une critique à plus de 10 000 vues. C'est dingue. Le tout me confère un lien particulier avec le film, car en plus de l'avoir adoré, la vidéo a permis à ma chaîne de se lancer. Bref, côté la zone d'intérêt, là encore, on a une proposition radicale qui ne conviendra pas à tout le monde. En termes de cinéma, j'ai eu la sensation de voir quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. C'est glaçant, c'est froid et en toute logique, la zone d'intérêt vous procurera beaucoup de dégoût. Le tout se mélangeant à une certaine admiration devant l'œuvre. Je crois que même ceux qui sont sortis de la salle ont finalement reçu le film comme il devait être reçu. C'est écœurant. Pour ce qui est de son lien avec la banalité du mal, je vous renvoie à ma vidéo analyse sur la zone d'intérêt. On termine sur ça. Encore une fois, exercice très difficile de graver sur le marbre ce qu'on a aimé en 2024. Je suis du genre à changer d'avis toutes les semaines. Néanmoins, sur cette liste et les mentions honorables, vous avez ce qui m'a le plus plu dans cette année cinéma. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à vous aussi marquer votre top en commentaire ou à me dire pourquoi tel ou tel film aurait dû y figurer. Évidemment, je n'ai pas vu tous les films. Encore une fois, j'ai une liste Letterboxd de 115 films en description. Vous pouvez aller y jeter un œil. Bon, et ben voilà pour le top de l'année 2024. Pour ce qui est du flop, je ne sais pas encore si je me lance là-dessus. N'hésitez pas, là encore, à me dire en commentaire si c'est vraiment intéressant de dire ce qui était mauvais, de mettre en avant ce qui est mauvais. Je ne sais pas, je vais voir. Voilà, en fonction du temps. Maintenant, horizon 2025. Allez, salut!